Voilà, donc on va commencer ce cours juste un petit résumé quand même de la première partie, là, parce que dans la première partie, vous avez compris qu'on est parti de zéro, mais on est parti en général d'une découverte. Je voulais encore une fois signaler que la grande force de l'industrie de biotechnologie américaine, c'est la proximité de très grandes universités. En général, tous les scientifiques se connaissent, les scientifiques dans la biotechnologie sont issus de ces universités, et dès qu'une découverte est faite, que ce soit à Stanford, que ce soit à UCSF, que ce soit à Harvard, que ce soit dans ces universités, en général, si c'est une découverte qui peut amener à l'application de la découverte d'un nouveau médicament, il y a un brevet par l'université, mais la proximité de ces entreprises de biotechnologie facilite évidemment le transfert de la découverte à la partie transformation en un nouveau médicament. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai essayé d'expliquer, je continue à vraiment croire que ce qui fait la biotechnologie, ce qui fait la possibilité dans un pays d'avoir une biotechnologie de bon niveau, ce sont ces universités. Tant qu'il n'y aura pas, à mon avis, d'universités comparables aux universités telles que Stanford dans le domaine de la biologie, au point de vue taille, au point de vue masse critique, il sera très difficile pour n'importe quel pays d'être compétitif dans le domaine de la biotechnologie. Donc, lorsqu'on me demande toujours comment est-ce qu'on peut améliorer, comment est-ce qu'on peut avoir de la création d'entreprises de biotechnologie, je réponds toujours, ce n'est pas en injectant de l'argent dans de nouvelles sociétés, c'est certainement en améliorant, si c'est possible, la qualité et par tous les moyens. Ce n'est pas uniquement l'argent, l'organisation, les possibilités, les régulations, en améliorant la qualité de l'université. Je crois que j'espère que vous avez compris que l'idée initiale, c'est cette idée qui va aboutir à la création d'un médicament. Donc, dans cette première partie, on a à peu près, disons, décrit une période qui va durer 3-4 ans, qui est la période du début de la compréhension du mécanisme d'action à la sélection de 2 ou 3 produits qui vont être, cette fois-ci, développés. On a décidé que ces produits avaient toutes les propriétés requises pour devenir un médicament, et on a décidé de les transformer vraiment cette fois-ci en un médicament qui va pouvoir être utilisé chez l'homme. Ce sera le prochain cours, le développement clinique. Mais cette fois-ci, je vais essayer de partir dans cette deuxième partie du cours de qu'est-ce qu'il est nécessaire pour transformer ce produit sélectionné en un médicament. Donc, quels sont ces éléments qu'il va falloir regarder? Alors, la sécurité d'utilisation est évidemment essentielle. Et souvent, les gens confondent la notion de sécurité d'utilisation et de toxicologie. La sécurité d'utilisation, ce sont les tests qui sont faits chez l'animal à des doses proches des doses qui vont être utilisées plus tard. La toxicologie, je vais en revenir plus tard, ce sont des tests faits avec des doses qui peuvent être 20 fois, 30 fois, 40 fois ou 100 fois supérieures aux doses qui vont être utilisées chez l'homme. Ils ont un but très différent. La sécurité d'utilisation va nous donner une idée de qu'est-ce qui va se passer aux doses humaines, quels sont les effets secondaires, mais les effets secondaires qui vont être relevants, ou disons qui vont être importants pour l'utilisation de ce produit. La toxicologie va avoir un but souvent différent. En utilisant des doses 30 fois ou 100 fois supérieures, en fait, on est obligé d'utiliser, de façon régulatoire, on est obligé d'utiliser les doses qui vont donner les premiers effets toxiques. Mais grâce à cette augmentation des doses, on peut détecter les premiers signes à observer chez l'homme lorsqu'on va utiliser chez l'homme. Par exemple, si lors de la toxicologie, le premier signe de toxicité que l'on observe chez l'animal est cardiaque, lors des essais cliniques, on sait que la première chance d'avoir un effet secondaire va être un effet cardiaque. On est obligé de regarder tous les effets secondaires, évidemment, mais on va particulièrement s'intéresser.
à cette toxicité cardiaque. Mais ce n'est pas parce que chez cet animal, on a observé une toxicité cardiaque qu'on va avoir cette même toxicité aux doses, qui sont des doses bien inférieures aux doses utilisées aux toxicologies qu'on va utiliser en pharmacologie humaine, ou disons en utilisant ce produit chez l'homme. Donc bien différencier la sécurité d'utilisation de la toxicologie. Il va falloir caractériser la pharmacocinétique, savoir si ce produit est éliminé de façon rapide, lente, ce qu'on appelle sa demi-vie, c'est-à-dire le temps dans lequel sa concentration dans le plasma, dans le sang, va diminuer de moitié, qui est une bonne caractérisation de ce qu'on appelle son temps de résidence dans le corps humain, et la façon dont ce produit va être éliminé. Est-ce que le produit est éliminé par le rein, il va être éliminé dans les urines? Est-ce qu'il est transformé en ce qu'on appelle des métabolites, c'est-à-dire des produits qui sont transformés par le foie, par exemple, ou par exemple la barrière à l'intestin peut aussi transformer certains produits. Est-ce que ce produit va être éliminé de façon intacte dans la bile? Donc toutes les façons dont ce produit va être éliminé, et est-ce que ce produit peut, par exemple, s'accumuler dans certains organes? On va s'adresser à la galénique, c'est-à-dire à la forme dans laquelle ce produit doit être administré chez l'homme. Est-ce que si c'est un produit injectable, quelle est la façon de, par exemple, conserver ce produit? Est-ce qu'il faut le mettre déjà dans une seringue? Est-ce qu'il faut le mettre sous une forme lyophilisée qu'on va reconstituer avec de l'eau? Et quelle est la façon dont ce produit doit être conservé? Est-ce qu'il peut être conservé à la température normale? Est-ce qu'il faut le mettre dans un frigidaire? Est-ce qu'il faut être congelé? Combien de temps peut-il rester, par exemple, dehors? Donc, tous ces problèmes pratiques qui sont absolument essentiels. Et la toxicologie, donc, que j'ai mentionné, qui va être l'utilisation de doses très importantes, et le processus de synthèse de ce produit. Alors, ça peut être une synthèse chimique, mais j'ai mentionné les anticorps. Ça a d'autres problèmes, c'est évidemment la formation d'anticorps par des techniques de biologie moléculaire et dans des usines qui sont faites pour fabriquer ces anticorps. Alors, premièrement, la sécurité d'utilisation. Qu'est-ce que l'on va regarder? Première fois que le biologiste va avoir ce produit, on va regarder des éléments simples. En fait, c'est presque la même chose qu'un développement clinique, mais on va injecter ou donner par voie orale, si ce produit doit être administré par voie orale, on va donner ce produit à un animal et on va regarder par exemple ses effets sur la pression artérielle. Est-ce que ça fait baisser la pression artérielle? Est-ce que ça change le rythme cardiaque? Est-ce que ça augmente le rythme, ça baisse le rythme? Est-ce que ça a des effets sur l'électrocardiogramme qui seront indicateurs d'un risque d'arythmie? Est-ce que ce produit va avoir des effets sur la qualité de contraction du cœur, c'est-à-dire ce qu'on appelle la contractilité cardiaque? Est-ce qu'il va, par exemple, s'il diminue cette possibilité de contraction du cœur, il risque d'être cardiotoxique et, par exemple, d'entraîner des insuffisances cardiaques chez l'homme plus tard? Quels sont ces effets sur le système nerveux central? Est-ce que l'animal ne va pas pouvoir conserver sa motricité normale, son éveil? Est-ce qu'il va dormir? Est-ce que le produit, par exemple, peut avoir des effets proconvulsifs? En particulier, on peut regarder s'il va donner donc des crises d'épilepsie en combinaison avec certains autres produits toxiques. Est-ce que ce produit peut avoir une toxicité hépatique? Alors, on a des tests qui permettent, par exemple, de mesurer, on met en contact ce produit avec certaines cellules hépatiques en culture. Est-ce qu'il va avoir un effet sur l'élimination, sur la fonction rénale? Et on mesure donc, par exemple, chez des rats ou des chiens, la fonction du rein, et on donne évidemment des doses de produits, comme je dis, des doses qui vont être jusqu'à un maximum de 4-5 fois les doses qu'on attend de donner chez l'homme. Et puis, si on a une idée d'une toxicité potentielle, on sait très bien, par exemple, que les produits anticancéreux peuvent avoir une toxicité vis-à-vis des cellules de la moelle qui produisent les cellules sanguines. On va particulièrement essayer de développer un modèle qui va se concentrer sur la toxicité sanguine d'un produit.
Donc ça constitue la sécurité d'utilisation. Le métabolisme et la pharmacocinétique est un élément aussi essentiel. Première chose, donc on regarde, si on veut avoir un produit qui est absorbé par voie orale, on va regarder, donner le produit par la bouche et on va mesurer dans le sang l'apparition de ce produit et sa disparition, c'est-à-dire son élimination. Et on va caractériser par des modèles mathématiques toute cette phase, c'est-à-dire la phase d'absorption. On va essayer de savoir s'il est absorbé rapidement. Si on a un produit, par exemple, pour les maux de dents, après le dentiste, on ne veut pas que le produit soit absorbé au bout de 4 heures. Parce qu'évidemment, si quelqu'un a mal, il veut être soulagé tout de suite. Donc il faut savoir si le produit va être absorbé rapidement. On va savoir s'il est éliminé de façon lente. Si par exemple on veut un produit pour le sommeil, on ne veut pas que le lendemain matin, les gens se réveillent en étant toujours ont du mal à se réveiller. Donc on veut évidemment un produit qui agisse pendant 7 ou 8 heures. Donc on va regarder dans le plasma si effectivement le produit est présent pendant 7 à 8 heures. On va regarder sa rapidité d'élimination et on va regarder aussi si cette élimination peut être modifiée par d'autres produits, si donc il y a des possibilités d'interaction médicamenteuse. On va caractériser comment ce produit, s'il est métabolisé, c'est-à-dire s'il est transformé, en quel produit il est transformé. Parce qu'évidemment, il y a toujours un risque que ce produit soit transformé, parce que le produit peut être tout à fait inoffensif, mais il est transformé, et c'est arrivé souvent, en un produit qu'on appelle un métabolite qui va être toxique. Donc, on a la charge, la société est responsable de détecter quels sont les métabolites qui sont fabriqués dans le corps humain, de savoir s'ils sont présents, en quelle quantité, et si éventuellement ils étaient toxiques. S'il est présent en très petite quantité, en général, il n'est pas nécessaire de refaire une toxicologie, mais si ce produit est présent en grande quantité, à ce moment-là, il faut être sûr que dans la toxicologie que l'on a faite, ce métabolite soit aussi présent dans l'espèce animale qui a été testée. Il faut donc s'adresser aux interactions, savoir si le produit peut interagir avec d'autres produits. Donc aujourd'hui, on connaît assez bien quels sont les enzymes responsables de la formation de métabolites, de la dégradation des produits. Et grâce, on a à disposition du pharmacologue des tests qui permettent de savoir si ce produit agit, ce qu'on appelle interagit avec les cytochromes. Et on peut prévoir assez facilement in vitro si ce produit a des risques d'interaction médicamenteuse élevés. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut le faire. Et par la suite, grâce à ces données de métabolisme et de pharmacocinétique, il est assez possible de prévoir quelle va être la dose qui va être utilisée chez l'homme. Car il existe beaucoup de modèles qui permettent, à partir des données chez le rat, chez le chien, chez le singe, d'avoir une idée de quel va être le métabolisme chez l'homme. Il faut savoir que souvent, plus l'espèce animale, plus le poids corporel est important, moins l'élimination d'un produit va être rapide. C'est-à-dire que chez une souris, un produit va être éliminé en une demi-heure et le même produit va être éliminé en 12 heures ou 10 heures chez l'homme. Plus l'espèce a un poids élevé ou une surface corporelle élevée, moins son élimination est rapide. La formulation galénique. Souvent, c'est quelque chose qui est négligée, qui ne paraît pas importante, or c'est quelque chose d'essentiel. Il n'y a rien de pire que de faire des essais, soit chez l'animal, soit chez l'homme, et se rendre compte à la fin de ces essais que le produit qu'on a donné, il était déjà dégradé, ou que le produit il est resté collé sur les parois de la seringue dans laquelle on a administré, ou qu'il est resté collé sur le tube de la perfusion intraveineuse. Donc il faut être absolument certain de la qualité du produit, et ça ne veut pas dire uniquement la qualité du produit, mais si on donne un produit en cancérologie qui va être injecté par voie intraveineuse, il faut être certain qu'il ne va pas rester, donc, comme j'ai mentionné, collé sur les tubes, mais qui ne va pas interagir avec les autres produits donnés habituellement, qu'il ne va pas cristalliser lorsqu'il est par exemple donné avec une solution de glucose ou de mannitol qui va être donnée chez ce malade. Il faut être certain
que ce produit peut être donné de façon reproductible, et aussi, là c'est plus pour des données de coût, mais aussi de reproductibilité de l'administration. Il faut être certain que la forme, si c'est par exemple un comprimé, est optimale, et surtout va donner des concentrations très reproductibles dans le plasma et chez les malades. Par exemple, si on prend un comprimé qui se dissout de façon trop lente, le produit, par exemple un comprimé, c'est pas compliqué, hein, on prend un peu de quelques milligrammes de produit, on a 2 presses et on fait vraiment un vrai comprimé, ça devient ce qu'on utilise aujourd'hui, un comprimé. Voilà. Et par exemple, suivant la force de la presse, on va pouvoir avoir des comprimés qui se dissolvent rapidement si on ne presse pas trop fort, et si on presse plus fort, évidemment le comprimé va se dissoudre de façon plus lente. Mais s'il se dissout de façon, par exemple, trop lente, et qu'il est absorbé uniquement au niveau de l'estomac, à ce moment-là, le comprimé va passer l'estomac et il ne sera plus absorbé. Donc, vous voyez l'importance de la vitesse à laquelle, par exemple, va se dissoudre un produit. Ce sont des choses qui peuvent être absolument primordiales et qu'il faut absolument, dont il faut absolument s'assurer de la connaissance et puis surtout de la qualité. On fait des tests avec ces formes galéniques, aussi in vivo, c'est-à-dire qu'on va prendre le comprimé, on va le tester par exemple chez un chien, on va voir si ces comprimés se comportent de la même façon que par exemple une autre forme, une gélule. Donc il est nécessaire de faire des tests aussi in vivo de pharmacocinétique pour s'assurer de la formulation galénique. Et puis, il faut savoir que la France est un pays tempéré, enfin, de plus en plus tempéré, parce que quand on voit l'hiver, mais il y a évidemment des pays tropicaux, il y a des pays où il fait très chaud, donc il faut savoir quelle va être la stabilité du produit aux températures qui vont être les températures dans certains pays tropicaux. Donc on fait des tests qu'on appelle de stabilité pendant 1 mois, on met des comprimés dans des chambres à différentes températures, et les comprimés que l'on donne aujourd'hui sont testés à 60 degrés pendant 2 ou 3 mois. Donc, pour pouvoir dire qu'un produit est stable, il ne faut pas uniquement le mettre dans une pièce à 20 degrés et y attendre 6 mois, il faut aussi pouvoir le mettre à 60 degrés pendant 6 mois. Après vient la toxicologie, et je ne veux pas rentrer dans le détail de la toxicologie, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'aspects dans la toxicologie. Il y a une toxicologie, ce qu'on appelle aiguë, c'est-à-dire qu'on essaie de déterminer quelle va être la dose maximum que l'on peut donner chez un animal. C'est la dose qui va être toxique. C'est pour pouvoir savoir s'il y a une intoxication médicamenteuse chez un malade, ou s'il y a une tentative de suicide, en prenant une grande quantité de produits, quelle va être la dose qui va être létale et qui va entraîner la mort. Il faut déterminer si ce produit va avoir des risques pour les enfants, c'est-à-dire ce qu'on appelle la tératologie. Donc pour l'administration aux femmes enceintes, il faut savoir que la FDA, qui s'appelle la Food and Drug Administration, qui est l'organisation régulatoire de la santé aux États-Unis, a été créée après les accidents qui ont fait suite à l'administration de thalidomide, qui est utilisée chez les femmes enceintes pour des douleurs, pour des céphalées, donc, ou pour des migraines, et qui ont entraîné des malformations chez des milliers, malheureusement, des milliers d'enfants. C'est à la suite de ces malformations que l'État américain a décidé de créer cet organisme. Et donc, en fait, la FDA, comme beaucoup d'organismes de régulation qui autorisent la mise sur le marché des produits, ont été créés et sont très sensibles aux problèmes de tératologie. Il faut savoir si ce produit a des risques d'être mutagénique, donc d'entraîner des cancers chez l'homme. Et donc on utilise pour cela des tests in vitro très spécifiques qui permettent de savoir si, par exemple, le DNA de certaines cellules va être endommagé par ce produit, et donc si on a un risque d'entraîner des cancers par la suite. Il faut donc après donner chez 2 espèces, ce sont les obligations, chez 2 espèces, en général ça peut être le rat et le chien, c'est en général une espèce de petite taille et une espèce de grande taille, mais ça peut être
par exemple le rat et le singe ou le primate. Donc chez deux espèces, on va déterminer la toxicologie à long terme, à court, à moyen terme, et la durée de cette toxicologie va dépendre de la durée d'administration chez l'homme. Par exemple, si on prend un antibiotique en général va être donné un maximum de 15 jours. On ne donne pas un antibiotique à vie à quelqu'un. Donc cet antibiotique pour une durée de 15 jours doit avoir, alors ça va dépendre des pays, une toxicologie qui va durer, pour des notions de sécurité, par exemple 3 mois. Mais à bout de 3 mois de toxicologie, et pour les tests ça peut être moins long, si on a une toxicologie sur 3 mois, on va pouvoir utiliser pendant 15 jours cet antibiotique. Mais si le produit doit être donné à vie, par exemple si le produit est un produit pour l'angine de poitrine, pour l'hypertension artérielle, donc à ce moment-là, il faut tester le produit sur une durée bien supérieure, et en général, on parle par exemple pour un produit pour l'angine de poitrine, ça sera une durée d'1 an. En général, les toxicologies sont 1 an maximum. Il faut savoir qu'au bout d'1 an, en général, on arrête le produit et un groupe d'animaux est observé après cette période d'administration pour savoir s'il y a des lésions, si ces lésions sont réversibles. Parce que non seulement on doit décrire s'il y a des lésions qui apparaissent avec un produit, mais il faut savoir si ces lésions sont définitives ou si elles peuvent disparaître dès lors qu'on stoppe l'administration du produit. Et puis, et ça représente un effort absolument considérable, c'est la carcinologie. Il faut savoir qu'on doit savoir, pour tout produit qui va être administré de façon chronique, je ne parle pas d'antibiotiques, mais un des produits dont j'ai mentionné, qui sont utilisés tous les jours, il faut savoir s'il y a un risque de provoquer des cancers. Et là, on va donner la dose maximum que l'on puisse donner, la dose qui n'est pas toxique, qui ne tue pas l'animal, mais la dose juste en dessous de cette dose-là, et ça représente souvent des doses absolument monstrueuses, mais on va tester dans des groupes d'animaux, et aussi on a souvent 2 espèces là. On va tester pendant des années, ça dure 2 ans. On donne des doses maximum, et puis des doses aussi inférieures, pour savoir évidemment quelle est la notion de dose, quels sont la notion de risque en fonction de la dose. On va tester pendant 2 ans l'administration répétée de ce produit, et on va observer en sacrifiant sur des centaines d'animaux, en fait c'est des milliers, on va voir s'il y a apparition en quantité anormale de certains types de cancers. Mais il faut savoir que puisqu'on utilise des doses énormes, on va entraîner des modifications hormonales, des modifications, par exemple, au niveau de l'intestin. Pour vous donner quelques idées, pour un produit, par exemple, comme le Tracleer, la carcinologie a été faite avec des doses qui représentent, pour un homme, 80 grammes par jour, c'est-à-dire que c'est une dose, vous représentez une assiette qui est recouverte de 10 cm de produit, et tous les jours, quelqu'un doit absorber cette assiette entière de produit pendant 2 ans. Voilà. Mais ça nous permet d'avoir une notion de sécurité, car si il n'y a pas d'apparition de cancer à ces doses massives, évidemment le produit est très sûr, et s'il y a apparition de cancer, il faut essayer de comprendre, par exemple, si ces cancers sont dus uniquement à la question de la dose, et ils vont pouvoir être un risque pour le malade. Alors, la toxicologie demande évidemment beaucoup d'expérience. Il faut savoir que certaines espèces vont être très sensibles. Par exemple, si on prend les chiens vont être très sensibles à tous les médicaments qui ont un effet cardiovasculaire, parce que les chiens ont un rythme cardiaque assez bas, ils ont une pression assez basse, et dès que l'on donne un médicament, ils ont tendance à faire des problèmes cardiovasculaires. Il faut savoir que chaque espèce a une toxicologie propre. Certaines espèces sont très susceptibles à l'inflammation. Il faut savoir qu'il y a certaines espèces qui sont très sensibles aux infections. Donc il faut interpréter ces données de toxicologie avec la connaissance, évidemment, de la toxicologie qui est propre à chacune de ces espèces. Et quelques notions sont à savoir. C'est-à-dire que tous les produits, évidemment, sont toxiques, puisque par définition, on doit faire une toxicologie jusqu'aux doses qui sont toxiques. Et il faut savoir que tout est une question de dose.
Le sel, on peut tuer quelqu'un en administrant des quantités massives de sel. Même l'eau, l'eau est utilisée il y a quelques siècles pour torturer. En donnant 7 ou 8 litres d'eau, on exécutait les condamnés en leur faisant administrer 10 litres d'eau ou 12 litres d'eau. Donc tout peut être toxique, tout question de la dose. Et donc il faut tenir compte de la dose, il faut tenir compte de la différenciation qu'il peut y avoir entre un phénomène de toxicologie, qui est quelque chose sur lequel on ne s'attend pas, et des phénomènes de l'accentuation de la pharmacologie. C'est-à-dire qu'on prend un médicament qui va faire dormir, qui va mettre un sujet dans un état d'anesthésie. Bon, si on fait une toxicologie en utilisant 100 fois la dose de cet anesthésique, l'animal, il ne va plus respirer, il va être anesthésié. Si on le laisse comme ça, évidemment, il va mourir. Donc, ce n'est pas un phénomène de toxicologie dans ce cas-là, c'est l'accentuation de la pharmacologie. Et ça peut être la même chose avec un produit hypotenseur, un produit qui est donné dans l'hypertension artérielle. Si on donne une trop grande quantité de ce produit qui fait baisser la tension artérielle va être trop basse et l'animal aussi va mourir. Donc ça, ce n'est pas un problème de toxicologie, c'est une accentuation de la pharmacologie. Donc il y a toujours, en fonction de ce qu'on va observer, la première différenciation à faire, c'est de savoir est-ce que c'est un phénomène toxique ou est-ce que c'est une accentuation de la pharmacologie. Donc, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas, parce qu'il y a une observation toxicologique, conclure évidemment qu'il faut arrêter le produit, mais il faut utiliser cette observation pour guider le développement clinique. Et évidemment, il faut faire la différence entre les espèces et il faut aussi avoir une interprétation scientifique. Un toxicologue, ce n'est pas quelqu'un qui va compter les lésions, qui fait une routine. Un toxicologue, c'est un scientifique qui doit utiliser toutes ses connaissances pour interpréter les observations qu'il fait. Alors, ce produit, il n'est pas toxique, on peut l'utiliser et il va falloir le fabriquer. Et il faut le fabriquer à grande échelle, évidemment, mais il faut le fabriquer de façon reproductible. Et évidemment, quand on le fabrique, il faut fabriquer un produit qui soit pur, parce que si ce produit il contient 1% ou 2% ou 3% d'une impureté, et puis par malchance, ce produit, cette impureté est toxique, évidemment, on a le risque d'avoir une toxicologie qu'on n'aurait pas prévue grâce à tous les tests qu'on vient de faire et mentionner. Donc la synthèse, vous vous rendez bien compte, est une synthèse qui doit être... il n'y a pas que la notion de coût, la notion de qualité est essentielle, et il y a des limites bien déterminées de pureté, en dessous de laquelle un produit ne peut pas être mis sur le marché. Donc, cette synthèse, elle doit être faite de façon reproductible. On doit pouvoir montrer, en fabriquant plusieurs fois, ce qu'on appelle des batchs différents, que dans l'usine dans laquelle on va fabriquer ce produit, dans cette usine, on peut faire 3 ou 4 fois de suite un produit qui a les mêmes caractéristiques. Et donc, il faut, avant de faire ça, optimiser les voies de synthèse, il faut identifier les impuretés, parce qu'il y en a toujours, mais en quantité très minime. Il faut identifier, par exemple, les formes cristallines, les racémisations, c'est-à-dire les différentes formes chimiques des produits. Et il faut avoir cette notion de reproductibilité et de qualité, car évidemment, ces synthèses seront absolument auditées et les organismes qui vont autoriser la mise sur le marché vont regarder que la société est capable de produire de façon reproductible ce produit. Et puis voilà, on a testé ce produit, on a caractérisé sa toxicologie, on a fait disons, les tests de carcinologie, les tests in vitro, ce que j'ai mentionné ce matin dans la première partie du cours. On a caractérisé les possibilités d'efficacité du produit, la façon dont il est éliminé. Et il faut, en tant que scientifique, à l'intérieur de la société, faire un résumé de toutes ces données et vraiment se poser la question, est-ce que ce produit va avoir un bénéfice? Est-ce que le risque qu'on a observé en toxicologie est compensé par un bénéfice bien plus important? Il n'y a jamais de risque zéro, il y a toujours un risque de donner un nouveau produit, de rentrer chez l'homme avec un nouveau produit.
il faut demander, mettre toutes ces données ensemble, on écrit un rapport et on décide de soumettre ce rapport aux autorités pour commencer les essais cliniques. Donc, on est arrivé maintenant au point où le produit peut être testé. Donc, quand on regarde un petit peu la durée de temps, et après je vais montrer quelques exemples de découverte de produits, vous voyez qu'on a à peu près 3-4 ans pour la découverte du produit. Cette phase de développement dont j'ai mentionné, suivant les caractéristiques du produit, va durer 1 an et demi, 2 ans. Et évidemment, la carcinologie peut se faire en parallèle avec le développement clinique, mais disons que le développement préclinique complet d'un produit va durer à peu près 4 ans. Donc, on est en général 6-7 ans après le début d'un projet. On est à ce moment-là au stade où on va pouvoir entrer pour la première fois chez l'homme. Donc, mon intention, c'était peut-être de prendre quelques questions et après, je vais vous montrer quelques exemples de 3 projets que j'ai sélectionnés pour vous montrer un peu comment ça s'est passé, puis montrer quelques données de biologie. C'est peut-être un peu plus spécialisé pour les biologistes, mais je pensais que c'était important d'avoir des généralités sur la découverte et le développement d'un produit avant de vous montrer quelques cas particuliers et intéressants. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Moi, j'étais soignée au dioxyde juste avant qu'on l'interdise. Est-ce que ça aurait pu être prévu avec les essais cliniques ou qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas répondre pour Merck, mais je pense honnêtement que tous les tests, il y a toujours possibilité d'avoir d'abord la toxicité du Vioxx, vous êtes là, donc ce n'est pas aussi importante, c'est quand même des phénomènes assez rares, et ce n'est pas une toxicité qui était aussi grave que ce qu'on pourrait penser. Mais, comme je l'ai dit, un événement sur 10 000, lorsqu'il y a 1 million de patients qui le présentent, vous voyez combien ça fait, ça peut représenter des milliers de personnes. Donc effectivement, un élément rare, lorsqu'un produit est donné à un très grand nombre de personnes, ça peut être quelque chose d'important. Je crois qu'il était possible de faire quelques hypothèses, et je crois que, honnêtement, la société a tout fait pour savoir s'il y avait vraiment un risque, et seule une utilisation, je crois, seule l'observation de milliers de malades, comme ça a été fait après que le produit ait été mis sur le marché, pouvait donner la certitude qu'un effet secondaire pouvait être apparaître. Il faut savoir qu'il y avait aussi des tas de bénéfices de ce produit. Il y avait moins d'effets gastriques. Donc, c'est ce que je dis, le risque-bénéfice, c'est quelque chose. On a toujours parlé des effets secondaires du Vioxx, mais parlons aussi des bénéfices. Le nombre de milliers de malades qui mouraient d'hémorragie gastrique à cause des effets secondaires des précédents anti-inflammatoires était quelque chose qui a toujours été mis dans la balance. Donc aujourd'hui, a posteriori, il est toujours facile de reconstruire l'histoire, mais je crois qu'au moment où ce produit a été mis sur le marché, il était difficile de dire qu'on ne pouvait pas mettre sur le marché un tel produit. Je crois, mais c'est une vision personnelle, hein, alors, surtout. Oui. Vous parlez de soumission aux autorités. Il y a un problème de timing. Quand est-ce que vous commencez à présenter votre dossier aux autorités dans le développement? Parce que ils me prennent un temps fou. Malheureusement, je peux vous dire que c'est quand on a fini, parce que je veux dire, récemment, on a soumis un dossier, il manquait quelques détails, et nous on dit non, regarde pas tant que tout n'est pas là. Non, aujourd'hui, parce que, vous savez, le problème, c'est les autorités qui doivent accepter ce produit, c'est eux qui prennent les risques, finalement. Parce que dans les ministères, la personne qui va nous dire vous avez le droit d'aller chez l'homme, s'il se passe quelque chose, c'est eux qu'on va aller voir. On va dire comment ça se fait que le gouvernement. Donc en fait, du fait de la médiatisation de tous les effets secondaires, les autorités qui donnent l'autorisation d'aller chez l'homme sont de plus en plus prudentes et prennent de moins en moins de risques. Donc elles veulent avoir de plus en plus de données. C'est comme ça. Oui.
Oui, quand on n'a pas participé à un développement, je comprends que ça ne soit pas évident. Voilà, on a ce produit en général, ce que j'ai parti d'un lead, on a un produit qui n'est pas idéal, qui est éliminé trop rapidement. Et il faut donc que le chimiste, c'est ça que veut dire l'optimisation, le chimiste change la structure de la molécule, c'est-à-dire fasse une autre molécule, fasse une autre truc, pour que cet effet, cette élimination soit compatible avec l'utilisation. Et c'est là, et c'est ce que je dis, c'est que c'est là où c'est l'art de chimiste. La chimie, c'est vraiment plus un art qu'une science, parce que certains chimistes vont être capables de changer les caractéristiques de la molécule pour arriver à la modification, et puis d'autres chimistes auront beaucoup plus de mal, et l'expérience est absolument énorme. Certains chimistes savent qu'en mettant tel radical, par exemple, le produit sera éliminé beaucoup plus lentement. Donc c'est une excellente expérience et d'art. Il n'y a malheureusement pas de méthode facile. Oui. Je voulais vous donner une précision à propos du Biox. Il faut rappeler qu'il y a deux laboratoires qui ont commercialisé la même chose, Pfizer et Bayer. Pfizer a toujours le Biox sur le marché. Je voudrais vraiment pas, je suis désolé, mais je voudrais pas rentrer dans une, parce que je voudrais vraiment pas rentrer dans une querelle, parce que c'est un problème vraiment différent. Je suis désolé, mais les gens pourront parler, on peut en parler en dehors du cours, mais on peut en parler pendant des... C'est un problème vraiment important, mais c'est pas la même molécule avant. Pardon? Oui, non, mais c'est pas si facile que ça que de donner en 30 secondes, malheureusement, je crois. Oui? Comment une biotech avec des moyens limités peut-elle se constituer une librairie de 500 000 molécules diverses? C'était quand même une pratique très courante chez l'industrie pharmaceutique, qui a des moyens très importants, mais peut-être vous, avec l'expérience avec les autres, Il suffit de les acheter. On les achète partout. Aujourd'hui, il y a des dizaines de sociétés qui vendent leurs produits. Pour les acheter, nous, par exemple, on les acheter partout. Alors, comme on voulait avoir des produits différents, c'est là que l'art, on a développé des modèles informatiques, absolument, que nous sommes les seuls à avoir, pour essayer de caractériser chaque produit qu'on achetait, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, donc c'était important de trouver des molécules avec une conformation physique. On a caractérisé chaque produit et chaque librairie de façon à avoir une diversité la plus importante grâce à des modèles mathématiques très très sophistiqués. Et puis alors on est allé voir telle université, on a racheté 2000 produits ici, on est allé voir telle société, on a racheté 5000 produits, 20 000 produits, on a fait notre shopping pendant 9 ans là maintenant, et si on en a 500 ou 600 000, c'est après 9 ans de shopping. Mais au début on n'en avait pas, on en avait 30 000 ou 40 000. Mais aujourd'hui il est possible... certaines universités, par exemple, mettre leur librairie à la disposition de sociétés. Donc, c'est pas un problème limitant, c'est l'argent qui est investi. Mais c'est pas, à mon avis, c'est pas un problème trop. C'est pas ce qui coûte le plus cher, loin de là. Oui. Exactement, parce qu'il n'y a plus rien de spécifique à la biotechnologie. La biotechnologie, tout le monde pensait, parce que vous utilisation du clonage, l'utilisation... Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que vous n'avez pas vu les différences, parce qu'aujourd'hui, toute l'industrie pharmaceutique classique utilise les éléments qui sont disponibles à la biotechnologie. Avant, il y a 20 ans, on n'avait pas le clonage d'un récepteur. Aujourd'hui, tout le monde, que ce soit chez Merck, que ce soit chez Sanofi, que ce soit partout, utilise les mêmes technologies que les entreprises de biotechnologie. Quand on prend Gilead, tous leurs produits, c'est ce qu'on considère comme la 3e ou 4e société de biotechnologie au monde, c'est une entreprise qui utilise la chimie organique uniquement, que tous leurs produits sont chimie organique. Tout le monde pense que la biotechnologie, c'est uniquement la fabrication de récepteurs ou d'hormones par des moyens de produits recombinants ou de cellules. C'est quelque chose qui a disons, l'aspect de biologie moléculaire a fusionné avec l'industrie classique. Et aujourd'hui, pour moi, la biotechnologie, c'est une partie de l'industrie qui utilise toutes ces techniques.
c'est clair que lorsque les sociétés comme Sanofi ou Merck se différencient des sociétés dites de biotechnologie, car elles ont toute une partie, par exemple la fabrication, toute une partie de leur de leur structure est de type classique et seuls, mettons, 10 ou 20% de leur personnel travaille avec les techniques de biotechnologie. Nous utilisons les techniques de biotechnologie. 80% des gens vont travailler sur la biologie moléculaire, sur le clonage, etc. Puisque nous n'avons pas de société à Actelion, on n'a pas d'usine de fabrication, nous n'avons pas cette infrastructure. Mais à part ça, tout le monde fait la même chose, tout le monde utilise les mêmes techniques. Donc ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il n'y a pas une différence entre des sociétés qui font de la biotechnologie. Roche, par exemple, utilise 80% de ses revenus viennent d'anticorps, viennent de produits qu'on appelle des produits biotechnologiques. Bon, je ne sais pas si on peut appeler Roche une société de biotechnologie, mais pourquoi pas? Faut pas, je crois, c'est ça qui est important à savoir. Il n'y a pas de différence. Comment? Oui, bien Genentech, oui, mais enfin, oui. Vous avez parlé d'utilisation des modèles moléculaires pour rechercher des molécules actives, avec la limitation que ça comporte pour les céphalites qui sont naturelles. Est-ce que vous pensez l'utilisation de la culture cellulaire pour Oui, tout à fait. C'est un moyen. C'est difficile, mais absolument utilisé et utilisable, et utilisé par beaucoup de gens qui le font. Mais voilà, je voulais peut-être maintenant, après ces quelques questions, repartir sur 3 exemples qui sont, à mon avis, intéressants, parce que ce sont des exemples que j'ai pris, j'ai demandé à des chercheurs d'Actelion de vous donner quelques indications sur 3 projets. Je dois... 3 projets très différents. Le premier, c'était la découverte des endothéline antagonistes, et je vais être très simple pour chaque 3 projets, mais pour montrer un petit peu quelques données qui vont vous illustrer ce dont je viens de parler. Alors ça représente le projet qui était fait par mon épouse sur la découverte de ces antagonistes de endothéline qui sont donnés dans l'hypertension artérielle. Et la première chose, c'est donc que Martine a décidé de mettre un peu donner une liste de temps. J'ai parlé souvent de la notion de temps que l'on oublie. Beaucoup de gens qui font de la biotechnologie oublient que ça prend du temps. Et ça vous donne une idée maintenant de ce qui s'est passé pour le développement de ce produit, le Bosentan Utraclear utilisé en hypertension artérielle pulmonaire. L'endothéline, qui est la découverte dont j'ai mentionné, a été faite en 1988. Martine et avec d'autres personnes qui sont maintenant chez Actelion, qui ont fondé Actelion, travaillaient depuis 1987 sur déjà l'identification d'endothéline. Mais ça a été découvert en 1988. La première publication qui a été faite sur le Bosentan, c'est en 1994, c'est-à-dire 6 ans après. Il faut savoir qu'on considère que c'est un record. Mais je vais vous parler de 6 ou 7 ans, mais voilà. 1994, la première publication. La première évidence en 1995 que ce produit pouvait marcher sur l'hypertension artérielle pulmonaire chez l'homme. Et à ce moment-là, Roche avait décidé quand même d'arrêter. Mais bon, la première évidence, c'était en 1995. Nous avons créé en 1997 ou 1998 Actelion. La première vraie étude randomisée avec une taille suffisante de l'hypertension artérielle pulmonaire a été faite en 2001. La deuxième étude en 2002. Et le lancement du produit a été fait, le lancement du produit a été fait suivant les pays en 2001 et 2002. Et les grandes études qui ont confirmé les effets de ce produit ont été faites maintenant en 2005. Mais disons que le premier lancement s'est fait donc, si on regarde 13 ans, en 2001, 13 ans après la découverte de l'endothéline. J'ai représenté ça parce que voilà comment on commence un projet. Une fois Martine regarde une publication, c'était en 87, et je me rappelle très bien d'ailleurs, elle regarde et puis elle voit que dans certaines cellules de l'endothélium, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur de tous les vaisseaux sanguins, sécrètent un produit vasoconstricteur, c'est-à-dire qui ferme les artères coronaires, très puissant.
À ce moment-là, Martine travaillait sur un projet complètement différent qui était le tissue factor, mais qui était un facteur procoagulant sécrété par les cellules endothéliales. Donc elle avait ces cellules endothéliales sous la main. Donc le lendemain, en ayant vu ce papier, elle dit c'est pas possible qu'un facteur soit aussi constricteur, soit aussi puissant. Elle prend du milieu du liquide de médium, et moi j'avais une autre partie du département, j'avais donc les tests qui permettaient de savoir dans mon laboratoire si le produit provoquait une constriction. Donc Martine est arrivée avec son médium, et puis on a administré ce produit sur les... Ici, c'était des aortes de rat, et on a vu cette constriction, je ne sais pas si vous voyez la deuxième partie, cette constriction fantastique, et très importante, provoquée par ce médium. Donc on s'est dit, il y a quelque chose. C'était en 87, on ne connaissait pas l'endothéline. On s'est dit, c'est pas possible. Tout le monde est passé à côté de ce produit depuis tant d'années. Qu'est-ce qui se passe? Donc, avec Walter Fischig, un des cofondateurs d'Actelion, Martine a essayé d'identifier quel était ce produit. Et ils ont essayé de purifier. Alors l'idée qu'ils ont eue, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas été les premiers à décrire, c'est de dire, puisque ce produit est fabriqué par des cellules humaines, on va aller dans toutes récupérer des cordons ombilicaux pour pouvoir fabriquer en grande quantité. Et là, la biologie moléculaire n'était pas évidente. On n'avait pas ces phénomènes, on ne pouvait pas cloner, la technique n'était pas chez Roche. C'était chez Genentech, mais à ce moment-là, la technologie n'était pas aussi développée. Donc à ce moment-là, elles se sont dit, on va cultiver en grande quantité des cellules endothéliales humaines, et on va purifier ce produit avec la technologie classique. On va caractériser cette endothéline. Et pendant ce temps-là, des Japonais et le Japon avaient mis un énorme effort dans une université. Et Yanagisawa a utilisé la technique de clonage, mais des techniques de biologie moléculaire, cette fois-ci pas de purification classique, et a pu caractériser ce produit qui a été découvert, qui était l'endothéline. Et à ce moment-là, quelqu'un, en même temps, en voyant la structure de l'endothéline, a constaté que cette endothéline était la même, était très proche au point de vue structure d'un venin de ce serpent qui tue ses proies en provoquant des infarctus de myocarde. Quand le serpent tue un rat, le rat, on fait l'autopsie, il a un infarctus parce qu'il a une constriction massive de tous les vaisseaux sanguins. Et à ce moment-là, et c'est là qu'il montre tout ce qu'il est fort que faire. Un médicament, ça ne vient pas comme ça. Il faut une compréhension du système. Là, c'est juste les publications qui ont été faites par le groupe de Martine et de Walter dans l'année qui a suivi cette découverte. Juste toutes les publications, des compréhensions, donc vraiment que les cellules, puisqu'on avait tout le matériel, donc ces cellules humaines sécrétaient l'endothéline, quels étaient les récepteurs, comment l'endothéline, quelles étaient les caractéristiques de la fixation de l'endothéline sur les cellules, quels étaient les effets de l'endothéline sur tous les différents lits vasculaires, et qu'est-ce qui se passait dans l'hypertension artérielle. Donc, vous voyez que toute cette compréhension du système était absolument essentielle. Et même, voilà, on a essayé de résumer toutes les découvertes qui ont été faites par ce laboratoire à propos de l'organisation d'endothéline. Et cette compréhension du système a vraiment permis d'arriver au premier lead que j'ai mentionné. Et je voulais vous montrer cette image parce que c'est quelque chose qui, pour moi, est un souvenir absolument extraordinaire. On a fait ce lead. C'était un produit qui était loin d'être comme le Bosentan, qui était 20 fois moins puissant que le Bosentan, qui n'était pas stable, qui n'était pas loin d'être idéal. Mais on avait développé un modèle tout simple. Ce n'était pas un modèle très sophistiqué, mais c'était un modèle où on fermait, on clampait, c'est-à-dire on obstruait une artère rénale de rat. Et vous voyez, si on fait un clamp pendant 45 minutes, vous voyez que lorsqu'on rouvre l'artère, le sang ne revient pas. Ça prend beaucoup de temps. Vous voyez, après les 45 minutes, la circulation est très lente parce qu'il y a eu sécrétion d'endothéline et tous les vaisseaux sont constrictés. Et même si on ouvre l'artère rénale, à ce moment-là, le sang ne peut pas aller dans le rein normalement. Mais par contre, si on avait donné ce produit, à ce moment-là, le sang revenait de façon presque normale. Vous voyez que le débit sanguin rénal est prêt.
Et lorsqu'on a fait cette première observation, je veux dire, c'est vraiment un moment, on voit de soi-même que tout d'un coup le sang revient normal, on s'est dit, c'est pas possible, on va le refaire une deuxième fois. On l'a refait une deuxième fois, on l'a refait une troisième fois. À chaque fois, on trouvait la même chose. Et c'est là qu'on a compris, et je ne vais pas aller plus loin, c'est là qu'on a compris que l'endotoline jouait un rôle très important dans beaucoup de maladies. Et après, on a décidé, et le projet est parti. Vous voyez, donc, une seule expérience avec, souvent, ça représente juste une ligne comme ça, mais c'est ça qui fait la différence et c'est ça qui permet de découvrir un nouveau produit. Alors, un autre projet, une façon différente de trouver les choses, c'est ce qu'on appelle des S1P1 agonistes. Je suis désolé, je suis en anglais, mais j'ai pu trouver que des diapositives en anglais. C'était en fait une série de récepteurs à un type de lipide qu'on appelle sphingosine. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on savait qu'il existait plusieurs récepteurs à cette sphingosine dans le corps humain. Et lorsqu'on a créé Actelion, tout le monde, on était très intéressé par ces récepteurs parce que ces récepteurs étaient sécrétés en grande quantité, ont été exprimés en grande quantité en cas de cancer, par exemple. On avait vu que donc ce n'étaient pas des récepteurs qui semblaient jouer un rôle absolument essentiel pour la fonction normale, mais qui était par contre très important dans les maladies. Donc, plusieurs groupes, un groupe de biologistes, on s'est dit, on va commencer à trouver des produits qui vont bloquer, je dis bien bloquer ces récepteurs, et grâce à ce blocage, on va prévenir, on pensait à ce moment-là, la formation de nouveaux vaisseaux ce sont ces nouveaux vaisseaux qui nourrissent les tumeurs, donc dans les cancers. Voilà, donc on commence, on fait des projets, on trouve des produits, et puis, alors là, tout à fait quelque chose d'inattendu, une publication dans Science d'un groupe, alors c'était presque la même semaine, ça a été chez Novartis et chez Merck, de la découverte qu'un médicament qui était un produit issu un produit naturel qu'on appelait FTY, qui est un produit qui était un immunosuppresseur, qui était un successeur de la cyclosporine chez Novartis, dont on ne connaissait absolument pas le mécanisme d'action. C'est un produit découvert au Japon par Sankyo qui avait à peu près 10 ou 20 ans. Et on a découvert que ce produit, en fait, il agissait en stimulant les récepteurs que nous voulions bloquer. Alors là, c'était quelque chose, alors ça n'a rien à voir avec, pour l'instant, rien à voir avec le cancer, mais c'était des produits qui empêchaient les lymphocytes, c'est ce que je vais décrire là, c'est-à-dire que c'est un produit qui empêche que les lymphocytes passent des ganglions, où ils sont, disons, ils se multiplient, et qu'ils aillent dans les organes pour provoquer les réactions d'inflammation ou par exemple les réactions de rejet. Ou dans la sclérose en plaques, c'est ces lymphocytes qui vont être responsables des lésions qui vont entraîner les lésions de sclérose en plaques. Donc tout d'un coup, alors là c'est tout à fait quelque chose auquel on ne s'attend pas, on a un rôle de ces récepteurs auquel on n'avait absolument pas prévu. Mais par contre, on avait la chimie, et on s'est dit, on cherchait des antagonistes, mais est-ce qu'on a des agonistes? Est-ce qu'on a des produits qui vont avoir l'effet contraire, c'est-à-dire qui vont stimuler ces récepteurs? On voulait les inhiber. Est-ce que nous avons des produits? Et on a trouvé des produits qui étaient très puissants sur ces récepteurs. Et on a donc pu avoir des produits qui non seulement étaient puissants, mais nous avons pu trouver des produits qui étaient sélectifs, c'est-à-dire qui n'agissaient pas comme le FTY sur beaucoup de récepteurs, mais qui agissaient sur un récepteur qui était le S1P1, un des 5 récepteurs. Et évidemment, on s'est dit, mais est-ce qu'en stimulant un seul des récepteurs, est-ce qu'on va pouvoir avoir le même effet? Oui. Voilà, je vous le montre rapidement. On peut avoir le même effet sur les lymphocytes. Et le gros avantage, on garde les effets sur l'inflammation, mais on voit, contrairement aux produits de FTY, le fait qu'ils ne stimulent qu'un seul des récepteurs a beaucoup d'avantages sur les phénomènes d'effets secondaires qu'on a observés avec le FTY, par exemple de bradycardie sévère, et aussi, grâce à cette nature chimique différente, nous avons ici un immunosuppresseur, un produit qui peut
avoir une durée d'action très courte, car le FTY a une durée d'action, alors là c'est là que je parle de la pharmacocinétique, la demi-vie du FTY est de 10 jours, donc ça a une longue durée d'action, alors que la demi-vie de notre produit est de quelques heures. Donc on peut très bien aujourd'hui, grâce à ce produit, empêcher la formation, la migration de lymphocytes depuis les ganglions jusque dans le plasma, comme l'on veut, c'est-à-dire pendant quelques heures, on arrête l'administration du produit, les lymphocytes vont revenir. Vous voyez donc, deuxième découverte d'un produit, complètement, je veux dire cette fois-ci, en travaillant sur un autre sujet, mais il faut s'adapter, on a une observation scientifique et il faut évidemment en tirer les conséquences. Troisième, et ce sera le dernier exemple, j'ai vu cette semaine, c'était la semaine du sommeil en France. Je n'ai pas vu trop de démonstrations dans la salle, ça va, je suis assez content. Mais vous avez peut-être vu que notre société a publié dans Nature, je crois, une publication qui est importante. Et je voulais un peu décrire qu'il est important d'un nouveau médicament du sommeil. Et je voulais dire comment on est arrivé un petit peu, cette fois-ci, à cette découverte. Quelques mots. Pardon. On avait découvert un type d'hormone en 98, enfin pas nous, mais c'est découvert, deux groupes avaient en fait découvert des hormones qui semblaient présentes cette fois-ci au niveau de l'hypothalamus et dans les zones du sommeil, de la faim. Et c'est pour ça qu'on avait appelé ces produits les orexines, c'est-à-dire entraînant la faim, puisque lorsqu'on administrait cette hormone, ces hormones augmentaient l'appétit des animaux. Donc, nous avions décidé de faire des bloqueurs de ces hormones pour essayer d'empêcher, pour avoir des produits amaigrissants qui empêchent la notion de satiété. Mais, ce qu'on était rendu compte, c'est que, évidemment, la suite logique, c'est de faire des animaux qui n'ont pas cette hormone, c'est-à-dire on faisait ce qu'on appelle des knockouts, c'est-à-dire qu'on enlève le gène, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais Yanagisawa, qui était la personne qui avait découvert ou co-découvert les orexines, avait fait des animaux qui ne sécrétaient pas cette hormone. Et lors d'un meeting, il a montré quelques films de ces animaux, car ces animaux avaient un comportement bizarre. Ils ont une tendance à s'endormir. Et dans cette salle, où il y avait description de ce produit, il y avait Emmanuel Mignot, qui est un Français, qui est professeur à Stanford. Emmanuel Mignot est un spécialiste du sommeil. Il est dans la salle et il observe ces animaux, knock-out, et il se rend compte tout de suite que ces animaux ont, le comportement d'animaux narcoleptiques, c'est-à-dire comme la maladie narcoleptique, c'est-à-dire les malades narcoleptiques sont des malades qui peuvent s'endormir à tout moment, qui ne peuvent pas contrôler leur phase de sommeil. Ils sont surtout, ces animaux qui, quand il y a des phases d'excitation, sont suivis par ces épisodes de sommeil. Donc Emmanuel Mignot se rend compte que ces animaux ont ce comportement. Évidemment, il n'a même pas attendu la fin de la présentation, il s'est rué dans son laboratoire à Stanford, et il avait toute une série d'animaux, de chiens, qui étaient narcoleptiques. Et ces chiens avec lesquels j'avais travaillé il y a 20 ans, en essayant de caractériser certains aspects. Donc Christian Guilleminault, William Demant avaient observé que certains chiens étaient narcoleptiques. Bon, on ne connaissait pas la nature de l'origine de cette maladie chez ces chiens. Évidemment, il s'est dit, est-ce que ces chiens ont un déficit en orexine? Et il a tout de suite pu constater que ces chiens n'avaient pas d'orexine, ne sécrétaient pas d'orexine, et vraiment, l'origine de leur narcolepsie, c'est-à-dire de ces troubles du sommeil, était l'absence d'orexine. Pardon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et alors, on a regardé qu'est-ce qui se passe quand on injecte de l'orexine. Et on s'est rendu compte que lorsqu'on injecte de l'orexine, les animaux s'éveillent. Et c'est pour ça que quand ils n'en ont pas, ils restent endormis. Et surtout, lorsqu'on injecte de l'orexine, on supprime la phase de rêve, c'est-à-dire la phase de ce qu'on appelle le REM sleep, la phase de rêve. Donc, on s'est dit, on va chercher cette fois-ci, on va trouver un médicament dans le sommeil. Donc on a pu, et ça a été horriblement difficile, et ça reste horriblement difficile, après 5000 produits, nous avons trouvé un
orexine récepteur antagoniste, je peux vous dire que c'est vraiment très très difficile parce que le système nerveux central, il faut avoir un produit qui soit très sélectif de ce produit et qui passe au niveau de la barrière intestinale. Donc nous avons trouvé un orexine récepteur antagoniste et voilà, on l'a administré. Alors là, dans les modèles tout simples, les modèles chez l'animal. Et qu'est-ce qu'on a constaté? C'est effectivement le sommeil, et on l'a comparé au produit vendu par Sanofi qui s'appelle le Zolpidem, Ambien, on a comparé qu'effectivement, il entraîne le sommeil, mais de façon très très efficace. Et la grande différence, c'est que, alors que tous les produits connus dans le sommeil diminuent la phase de rêve, ce produit augmentait la phase de rêve. Donc cette fois-ci, nous avons un produit qui agit dans le sommeil, mais qui augmente cette phase de rêve. Et on pense, alors ça c'est pas sûr, mais on pense que la phase de rêve est essentielle à la consolidation de la mémoire. Donc, nous avons un produit qui peut-être ne va pas avoir les effets secondaires des autres produits dans le sommeil, car ces autres produits diminuent, entraînent des problèmes d'amnésie, enfin de perte de mémoire, car ils baissent la quantité de REM sleep. Donc voilà, ce que nous avons publié aujourd'hui, c'est la première partie, et effectivement chez l'homme, chez les volontaires, on a pu mesurer, voir ces effets et confirmer que ce produit, notre orexine récepteur antagoniste, augmente effectivement la partie REM du sommeil. Et ce que je voulais aussi montrer, c'est qu'on utilisait des tests très simples pour montrer quel est l'avantage d'un tel mécanisme. Vous connaissez ce qu'on appelle le rotarod, c'est-à-dire qu'on met des rats et on les fait, on regarde la vitesse à laquelle on peut tourner cette roue sans qu'ils tombent. C'est très simple, s'ils sont en bonne forme, ils vont pouvoir s'accrocher à cette roue et ils vont pouvoir rester avec une vitesse assez importante. S'ils ont pris du Zolpidem, ils vont tomber. Parce que, et vous le savez tous les médicaments qui sont utilisés dans le sommeil, qui agissent sur le récepteur GABA, ont des effets de diminution de la force musculaire. Et là, tout simplement, on peut montrer que, puisque nous avons un mécanisme ici tout à fait différent qui n'agit pas sur les récepteurs au GABA, nous pouvons tout à fait montrer que le lendemain, non seulement l'animal, l'animal a plutôt, si c'est quoi que ce soit, a une force musculaire plutôt meilleure, ou en tout cas inchangée, alors que lorsque cet animal a pris de l'Ambien, il a une perte de la force musculaire. Ce qui explique très bien pourquoi de nombreuses fractures sont observées chez les personnes âgées qui prennent des produits pour dormir, car ils se lèvent pendant la nuit, ils ont une perte de la force musculaire et ils peuvent tomber. Ce qui explique que 30 à 40% des fractures qu'on observe durant la nuit chez les personnes âgées sont chez des personnes qui prennent quelque chose pour dormir. Voilà le type simplement une illustration d'une troisième façon dont on peut découvrir les médicaments. Et j'espère qu'avec ces trois exemples, j'ai pu montrer combien c'est passionnant et combien tous les jours, vraiment, on peut, je crois, rêver, alors cette fois-ci, vraiment rêver, avec tous ces nouveaux produits qui peuvent être découverts grâce à la biotechnologie. Merci.